Je voudrais faire encore 3 remarques, je crois. Vous m'arrêtez si je suis trop long. Je voudrais dire qu'il faut aussi, j'ai dit partir avec prudence et modestie, savoir que nous allons rencontrer, chemin faisant, beaucoup de fausses pistes, beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées simples qui ne se révèlent pas forcément justes. J'en donne un exemple, je parle sous le contrôle de mon ami Reichmann, j'ai peut-être tort d'ailleurs, mais c'est un exemple comme ça. C'est peut-être trop vite dit que les problèmes de traumatisme se règlent mieux s'il y a des accompagnants, des gens, des psychologues, des psychiatres, etc., qui aident les victimes. C'est peut-être vrai, je ne le sais pas. Mais oui, c'est une idée qu'on est prêts tous à partager et qui peut se révéler fausse. C'est peut-être aussi naïf de croire qu'on peut sortir de la violence. Nous avions une discussion hier soir très intéressante à propos de la sortie de la violence. Je parle trop vite, me dit-on. Nous avions une discussion très intéressante dans laquelle il est clair que la sortie d'une certaine violence peut générer d'autres violences. Vous voyez, donc je ne vais pas développer tout ceci, mais sans verser dans des postures qu'on pourrait appeler hypercritiques, des postures où l'on soupçonne, des postures où on dénonce et rien d'autre, je pense que notre rôle de chercheur, c'est aussi d'être très critique et donc de ne pas accepter des idées trop simples ou trop stéréotypées. Il y a un point important maintenant qui concerne notre démarche. Nous sommes, ceux qui vont participer à tous ces groupes, nous sommes des chercheurs qui ont d'abord l'habitude de travailler seuls ou dans des petites équipes ou au sein de milieux relativement bien limités. Ça a des grands avantages. Je dirais même, il y a des œuvres exceptionnelles dans les sciences sociales qui n'auraient pas été possibles si tel ou tel grand anthropologue n'avait pas été s'enfouir pendant des années sur une île du fond du Pacifique ou ce genre de choses. Et puis d'un autre côté, nous voyons bien l'avantage qu'il peut y avoir à travailler ensemble, à collaborer, à coopérer. Mais ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas si facile que ça de mettre ensemble des gens qui ont l'habitude, et dont c'est la fonction classique de publier leur propre travail, de travailler plus ou moins seul ou avec des toutes petites équipes, et de mettre en place une telle coopération, une telle collaboration. Et donc là aussi, je voudrais que nous soyons modestes ou prudents. Il sera très important d'être capable de respecter ces deux dimensions de la recherche qui sont la personnalité du chercheur, sa singularité, sa capacité à produire des textes personnels d'un côté et d'un autre côté, et évidemment le formidable apport de la coopération du type de celle que nous essayons de mettre en place. On peut rentrer beaucoup plus dans le détail dans ce genre de discussion, mais je voudrais moi vraiment vous dire qu'il va falloir refuser, comment dirais-je, de trop aller uniquement dans un sens ou uniquement dans un autre. Et que par exemple, une pure coopération qui ne tiendrait pas compte des individualités, ça risque d'aboutir au mainstream, à la pensée un peu aplatie. On parlait tout à l'heure d'aplatissement de la planète. C'est évidemment pas ça que nous voulons. Enfin, ce sera mon dernier point. Je pense que nous avons tous des sentiments complexes par rapport à l'idée d'une réponse à des attentes, et en particulier des attentes politiques ou des attentes qui viendraient de la puissance publique ou des attentes qui viendraient de grandes fondations ou autres. Pourquoi je dis ça ? Parce que les chercheurs sont jaloux de leur indépendance, ils aiment bien choisir leurs objets, leurs méthodes, leurs théories, et ils aiment bien dire que ce n'est pas à la puissance publique ou à telle ou telle fondation de leur dire ce qu'ils doivent chercher et comment ils doivent le chercher d'un côté. Et puis d'un autre côté, nous avons aussi la plus vive conscience que sur un sujet surtout comme celui qui nous rassemble, évidemment, nous devons répondre à de formidables attentes. Nous voulons tous plus de démocratie, nous voulons vivre dans un monde, je repense à ce que nous a dit Malabakia, dans un monde où la raison trouve sa place, où l'héritage des Lumières ne soit pas bafoué. Et donc par conséquent, la question, elle est donc non pas d'opposer l'indépendance des chercheurs et, disons, les attentes médiatisées d'une façon ou d'une autre par la puissance publique ou par des grandes fondations. Notre problème est d'apprendre à, là encore, à articuler les registres sans demander aux chercheurs de se transformer en acteurs publics, ni de demander à des acteurs publics de se transformer en chercheurs. Je pense que cela veut dire pour nous, chercheurs, qu'il est absolument nécessaire de développer des modes de relation
avec des décideurs, avec des acteurs, ça peut être des pouvoirs, ça peut être des contre-pouvoirs, de créer un maximum de relations de façon à ce que l'éclairage que nous apportons puisse leur servir, qu'il puisse nous aider aussi parfois, mais qu'en même temps, il n'y ait pas fusion ou confusion des deux registres. Et je pense que le dispositif que nous mettons en place, de ce point de vue-là, se présente bien. C'est-à-dire, il est clair que les rôles ne doivent pas être confondus. J'illustre cette remarque en vous disant ceci. En principe, les groupes de travail sont des groupes de chercheurs. Il y a quelques spécialistes qui viennent d'autres univers, mais en principe, c'est des groupes de chercheurs. Le groupe d'évaluation, le comité d'évaluation, lui, est plus nettement composé aussi de représentants, d'acteurs, d'ONG, d'experts, de gens qui ont une expérience, et pas simplement dans la recherche. Et donc, nous devrons tous, je pense, essayer le plus possible de démultiplier les relations avec ceux qui peuvent faire quelque chose de l'éclairage que nous allons construire. Je termine par un dernier mot. Je pense qu'il faut éviter aussi, ou en tout cas se poser aussi la question du tabou que constitue la violence dans nos sociétés. Moi, j'appartiens à la vieille génération qui se souvient de Jean-Paul Sartre rédigeant une préface tonitruante à un livre qui était déjà plutôt favorable à une certaine violence, de Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Et à l'époque, je faisais partie de ceux qui trouvaient que c'était pas mal. Dans les années 60, 70, la vie intellectuelle laissait beaucoup d'espace à l'idée de violence révolutionnaire, à l'idée de violence décolonisatrice. Alors, je le dis, non pas pour vous dire « vive la violence », c'est vraiment pas mon style, je pense que vous l'avez compris. Mais n'oublions pas quand même que la violence peut avoir, à certains moments, chez certaines personnes, dans certains contextes, dans certaines situations, peut avoir aussi une dimension émancipatrice. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, car sinon nous serions un peu naïfs et nous passerions aussi à côté de certaines réflexions. Je voulais le dire, là aussi, pour nous inciter à une certaine prudence. Voilà, chère présidente, je vous remercie.